Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous propose aujourd'hui de suivre le début de l'examen du projet de loi réformant le Code du travail. Alors ce texte est bien sûr une des réformes phares de ce début de quinquennat. Il a été facilement adopté à l'Assemblée nationale. Parmi les points les plus controversés figurent le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel, le rôle accru de l'accord d'entreprise ou encore la modification du compte pénibilité. Le Sénat a lui adopté en commission une version plus libérale du texte. L'objectif des sénateurs était de développer la compétitivité, l'attractivité, de tenir compte des spécificités des petites entreprises et de rationaliser le droit du travail. Alors la gauche sénatoriale, elle dénonçait une flexibilité à outrance et la généralisation de la précarité. Voilà donc tout de suite direction l'hémicycle pour la discussion générale. Et la première à s'exprimer, c'est bien sûr tout d'abord la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et puis vous pourrez suivre ensuite les deux motions, bien sûr, déposées par le groupe communiste visant à rejeter le texte. Voilà, tout de suite, direction l'hémicycle. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Et Monsieur le Président Lenoir demande la parole. Et je vous la donne bien volontiers, mon cher collègue. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous avons appris il y a quelques jours que l'aide personnalisée au logement allait subir une baisse. Elle n'est pas sans conséquence, elle est de 30 et quelques millions par mois et va affecter un certain nombre de ménages. Nous le sentons bien sur nos territoires, il y a une vive inquiétude qui se rapporte d'abord à la baisse, c'est la première fois qu'elle se produit, et ensuite sur les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Nous ne savons pas si c'est le gouvernement précédent, car c'est la version qui est affichée par les représentants ou certains d'entre eux du gouvernement actuel, ou si c'est le contraire. Il est important que le Sénat puisse recevoir les explications nécessaires. Or, il n'y a pas de séance de questions au gouvernement cette semaine, et la séance des questions orales qui a lieu demain matin va appeler des questions qui ont précédé l'annonce de cette mesure. Je n'imagine pas, alors que cette semaine nous allons discuter du dialogue social, qu'il n'y ait pas dans le domaine social un dialogue nécessaire pour qu'on nous explique ce qu'il en est. Alors, je ne voudrais évidemment pas que Madame la ministre en charge du Travail se sente directement interpellée, mais c'est vous qui êtes au banc du gouvernement. Nous allons siéger toute cette semaine. Madame la Présidente, je souhaite que le gouvernement puisse, d'une façon ou d'une autre, nous apporter les explications nécessaires de façon que nos concitoyens puissent recevoir les explications qu'ils attendent. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, mon cher collègue. Nous passons à la discussion générale et la parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président et rapporteur, Alain Milon, Mesdames et Messieurs les sénateurs, régler le présent, d'après l'avenir, déduit du passé, telle est l'équation formulée par Auguste Comte que nous devrons résoudre collectivement pour rénover durablement notre modèle social. Régler le présent. Le présent, c'est trouver des solutions opérationnelles pour lutter efficacement contre le chômage de masse qui frappe durement et en premier lieu nos jeunes, nos seniors, les travailleurs peu qualifiés et certains territoires. C'est aussi prévenir la précarisation et le mal-être au travail d'un nombre croissant d'actifs et donner plus de sens au travail lui-même et pour cela, affirmer l'entreprise comme une communauté humaine au service d'un objectif de croissance. C'est enfin et d'abord de permettre à nos entrepreneurs d'innover, de créer de l'emploi et de défendre avec audace et confiance l'excellence du savoir-faire et de la créativité française partout dans le monde pour que notre croissance soit durable, inclusive
et surtout riche en emplois. D'après l'avenir, c'est faire en sorte que ces solutions soient pérennes et robustes face aux mutations de grande ampleur que nous pressentons déjà. Qu'il s'agisse des révolutions technologiques, du défi écologique ou de l'accélération de l'internationalisation des échanges. Il s'agit de les anticiper pour en saisir les formidables opportunités et répondre aux aspirations nouvelles des entreprises, des salariés et des citoyens. Mais il faut aussi en devancer, en anticiper les risques réels pour mieux en protéger les entrepreneurs et les actifs. Déduit du passé, cela veut dire d'une part qu'il est indispensable de tirer les leçons de nos échecs collectifs ces 30 dernières années. Échec à changer le regard sur l'entreprise, échec à instaurer un climat de confiance dans le dialogue social, en somme, à lever les obstacles à l'embauche et à libérer les énergies. Mais j'entends aussi, par déduit du passé, l'idée de rester fidèle à nos valeurs fondamentales qui sous-tendent notre modèle social, celle de la République, l'égalité et la liberté, qui sont le socle de la fraternité. Par conséquent, faire table rase du passé ou transposer un modèle étranger tel quel constituerait une erreur majeure. Rénover, c'est concilier ces trois temporalités, le présent, l'avenir et le passé. C'est donc adapter pour poursuivre, pour faire vivre en le rénovant un héritage auquel nous sommes attachés. Rénover le modèle social français, c'est donc faire en sorte qu'il produise davantage d'égalité et davantage de liberté dans le monde à venir. C'est donc une ambition empreinte de pragmatisme qui a présidé à l'élaboration du premier texte de loi que j'ai l'honneur de porter au nom du Gouvernement devant la Chambre haute cet après-midi. Ce texte constitue la première pierre d'un projet plus vaste de rénovation de notre modèle social, annoncé par le Président de la République pendant la campagne présidentielle, engagé par le Gouvernement et très attendu de nos concitoyens, comme l'atteste l'issue des dernières échéances électorales. Le projet de loi d'habilitation pour le renforcement du dialogue social et les ordonnances qui en découleront n'ont pas la prétention de résoudre à eux seuls l'ensemble des défis que je viens de citer. Ils s'intègrent et donneront leur pleine puissance en résonance avec les prochains chantiers que le Gouvernement engagera ces 18 prochains mois. Réforme de l'assurance chômage, réforme de la formation professionnelle, mais aussi celle de l'apprentissage, que je défendrai conjointement avec mon collègue de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et réforme des retraites que portera la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Elle s'articule aussi avec l'action du Gouvernement en faveur de la diminution du coût du travail, de la baisse de la fiscalité et du soutien au pouvoir d'achat. Alors, vous me direz-vous, pourquoi commencer par cette réforme spécifiquement, plus que les autres, et pourquoi recourir aux ordonnances? L'habilitation que nous vous demandons aujourd'hui pour cimenter cette première pierre est essentielle à l'équilibre global de la rénovation de notre édifice commun, le modèle social français. Sur la méthode d'abord. D'abord, ce véhicule législatif n'est en aucun cas un blanc-seing, puisque c'est un mandat sur un champ précis et avec des objectifs, mais qui permet de répondre au double impératif d'urgence et d'efficacité. Urgence de notre situation économique et sociale, que vous connaissez particulièrement bien et parfaitement bien sur vos territoires. Par conséquent, urgence de sortir rapidement du statu quo grâce à l'applicabilité immédiate des mesures contenues dans les ordonnances. Efficacité, car cette méthode nous offre l'opportunité d'expérimenter une démarche inédite de co-construction simultanée qui s'appuie et s'articule en permanence sur la démocratie politique, d'où l'importance très grande de nos débats cette semaine, et démocratie sociale avec les huit organisations représentatives du personnel et des employeurs. L'un ne va pas sans l'autre. Si nous voulons aboutir à des solutions calibrées, opérationnelles, comprises par nos concitoyens, acceptées et dont la mise en œuvre sera ainsi facilitée. J'en suis d'autant plus convaincue à l'issue de nos échanges en commission mardi dernier, mais aussi de la première lecture à l'Assemblée nationale et des 3 cycles de concertation approfondie avec les partenaires sociaux que nous venons d'achever. Nous faisons le diagnostic que notre droit du travail souffre d'un double handicap.
Tout d'abord, il est devenu peu à peu inadapté à l'économie de notre temps, non pas dans ses principes, mais dans ses détails les plus précis, et souvent extrêmement précis. Il a été conçu, et c'est compréhensible, sur un modèle qui est implicitement celui de l'emploi à vie dans la grande entreprise industrielle. Il a été pensé depuis des décennies pour ce type d'entreprise, mais aujourd'hui, ce sont davantage les TPE, les PME et les jeunes entreprises innovantes qui se développent et créent de l'emploi. Rappelons-le, 55% des 18 millions de salariés du secteur privé travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Tout texte législatif doit prendre en compte cette réalité. Le deuxième handicap, c'est que le droit du travail est parfois inadapté à la réalité de ce que vivent et de ce qu'attendent les entreprises, mais aussi les salariés. Il néglige trop souvent la capacité d'un employeur et de ses salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leur intérêt respectif, voire de l'intérêt général. Permettez-moi de prendre un exemple. Nous aurons le temps, lors de la discussion, de discuter l'ensemble des sujets. Mais la question du télétravail me paraît particulièrement emblématique de cette nécessité de réformer. Les salariés sont très demandeurs de ce type d'organisation du travail afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Aujourd'hui, elle concerne 18% des salariés, mais 61% y aspirent. Le télétravail offre plus de souplesse car il allège notamment le troisième temps, le temps de transport, toujours caché mais très lourd au quotidien, et il favorise le maintien de l'emploi dans les zones rurales. Ce besoin de souplesse est également partagé par les entreprises, en particulier celles qui créent des espaces de coworking en bon français. J'espère qu'il y aura une traduction en français. Les espaces de travail en commun, merci Monsieur le rapporteur. Je l'intégrerai dorénavant dans mes propos. Mais le Code du travail n'avait évidemment pu prévoir ces nouvelles formes d'organisation du travail liées au développement d'Internet, et il se trouve dans l'incapacité d'apporter, avec la réactivité et la sécurité nécessaires, des réponses pertinentes à ce bouleversement. Aujourd'hui, la demande est si forte que ni les salariés ni les entreprises ne sont sécurisés juridiquement dans un contexte de développement hors champ du télétravail, sans autre précaution que la condition de volontariat. Si le télétravail est un enjeu d'amélioration de la qualité de vie individuelle, il constitue aussi une formidable opportunité d'amélioration de notre qualité de vie collective et de maintien de l'activité sur nos territoires. C'est vrai en matière de handicap, c'est vrai en matière d'éloignement géographique. Je pense en particulier aux actifs éloignés des bassins d'emploi les plus dynamiques et qui pâtissent au quotidien soit de la congestion urbaine en matière de transport, soit de l'isolement rural. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres dans ce projet de loi, pour dire que ce que nous souhaitons, c'est trouver ensemble des solutions pragmatiques pour tirer le meilleur parti des mutations que nous traversons, pour allier libération des énergies et justice sociale, en l'occurrence pour répondre aux besoins de liberté et de sécurité à la fois des entreprises et des salariés. Alors, que proposons-nous? Nous faisons un pari basé sur l'expérience, c'est celui de la confiance, et de la confiance dans le dialogue social. Confiance dans la démocratie sociale et dans l'intelligence collective et individuelle, car nous croyons en la capacité des organisations syndicales et patronales, en la capacité des employeurs et des salariés à apporter les solutions les plus pertinentes au plus près du terrain pour faire converger performance économique et justice sociale. Qui d'autre mieux qu'eux peut trouver le meilleur compromis en s'adaptant aux réalités quotidiennes? Mais c'est aussi une confiance dans l'avenir, car nous sommes déterminés à lever les incertitudes juridiques qui pèsent lourd aujourd'hui sur les relations de travail et brident l'embauche. Il n'y a pas de modèle social durable qui repose sur des règles inconstantes ou anxiogènes. Pour cela, l'efficacité de la réforme repose sur 3 maîtres mots complémentaires et interdépendants qui charpentent le projet de loi: la subsidiarité, la lisibilité et la prévisibilité. Subsidiarité, car il faut impérativement mieux connecter la prise de décision à ceux qui devront la respecter. Dit autrement, nous voulons que les entreprises et les salariés puissent décider davantage de règles qui leur sont applicables et qu'ils soient
co-auteur de la norme sociale. Aujourd'hui, la majorité des règles, jusqu'au moindre détail, relèvent de la loi. D'apparence égalitaire, ce cadre normatif génère en réalité trop de rigidité, de formalisme et de complexité. Cela entame par essence la possibilité de les adapter à la vaste diversité des situations du monde économique et social. Au final, des droits justes, inscrits dans le Code du travail, ne sont plus accessibles de deux faits. En raison de dispositifs d'application parfois kafkaïens, ils n'ont plus qu'une valeur incantatoire. Là aussi, je voudrais prendre un exemple. L'exemple de la prise en compte de la pénibilité est cet égard symptomatique. Le compte pénibilité, c'est une mesure de justice sociale dont nous approuvons pleinement l'intention. Que des salariés dont l'activité physique a rendu la condition physique dégradée puissent partir 2 ans plus tôt à la retraite à taux plein nous paraît une mesure de justice sociale. Mais l'exécution telle qu'elle était pensée a soulevé d'importantes difficultés incontournables, notamment pour les TPE et PME, les très petites et moyennes entreprises, privant du coup les salariés d'un accès effectif à cette juste compensation. Décalage entre intention et réalité. C'est pour ça que le gouvernement, soucieux de maintenir l'ensemble des droits des salariés, mais aussi de libérer les entreprises, notamment de taille petite et moyenne, d'une complexité qui ne leur permettait pas d'avancer, a pris ses responsabilités et que le Premier ministre a annoncé la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité. Je tiens à réaffirmer, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que les 10 facteurs de risque professionnel prévus par le législateur précédemment sont maintenus, mais changent les modalités déclaratives pour les 4 derniers facteurs qui étaient absolument irréalistes dans leur mode d'application. Je pense notamment à la manutention manuelle des charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques. Pour ces 4 critères, le gouvernement a donc proposé de libérer les entreprises de la partie inapplicable de l'obligation de déclaration en externalisant le contrôle de la situation des salariés par des examens médicaux. La prévention des risques chimiques va faire l'objet d'une réflexion spécifique. Grâce à cette réforme pragmatique, qui ne remet pas en compte un principe, nous pourrons également permettre à une génération de salariés qui souffrent d'ores et déjà d'une incapacité à pouvoir partir à la retraite dès les années prochaines sans attendre qu'elles aient cumulé ces points pour bénéficier de droits réels. Cet exemple montre que des droits accessibles plus rapidement, plus simplement, c'est ça un esprit de justice sociale. Et vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est la philosophie de tout notre projet de loi et de notre action. Un droit, s'il est formel et inapplicable, n'est pas un progrès. Pour être réel, le droit doit être exerçable, quelles que soient les situations, quelle que soit la taille des entreprises. La complexité est trop souvent au détriment de l'exercice des droits réels pour les salariés comme pour les entreprises. Tenir compte de la diversité des situations n'est pas un affaiblissement du droit, mais un saut qualitatif. Et c'est tout l'enjeu du dialogue social décentralisé. Mais cela suppose un changement de mentalité pour comprendre que sans rien renier des droits fondamentaux fixés par la loi, nous devons desserrer l'étau de la norme trop détaillée et permettre aux entreprises et aux salariés de négocier des règles qui leur correspondent dans un cadre fixé par la loi. Aujourd'hui, par exemple, les branches professionnelles elles-mêmes prévoient de façon extrêmement précise de nombreuses modalités sans faire confiance d'une certaine façon aux entreprises. Nous y reviendrons notamment au sujet des primes d'ancienneté, de repas, d'assiduité, de vacances. Je vous passe les détails de très nombreuses primes qui sont la plupart du temps définies au niveau de la branche sans aucune capacité de négocier dans l'entreprise, indépendamment des attentes des salariés, indépendamment des particularismes des secteurs et des entreprises. Pourquoi ne pas laisser les entreprises et les représentants des salariés décider ensemble des priorités? C'est eux qui savent si la priorité est une mutuelle renforcée, une prime d'ancienneté, une aide à la garde d'enfants. Et encore une fois, il faut faire confiance aux acteurs dans le dialogue social, encadré par la loi, mais faisons confiance aux employeurs et aux syndicats de salariés, aux élus du personnel. Je tiens à le réaffirmer solennellement. La loi est et demeure le cadre dans lequel la négociation de branche de l'entreprise se déploiera. La loi est constitutionnellement supérieure aux autres normes sociales, quelles qu'elles soient,
Mais les autres, la branche, l'accord d'entreprise, peuvent néanmoins préciser, compléter ou définir des champs qui ne relèvent pas de la loi. La loi doit définir l'essentiel, les principes, l'encadrement des acteurs, mais nous voulons décentraliser davantage la négociation opérationnelle pour mieux trouver les compromis de terrain, tout en garantissant le rôle de la loi en matière de droits fondamentaux. Des droits fondamentaux comme les droits à la formation ou à l'assurance chômage, l'égalité entre les femmes et les hommes ou l'interdiction des discriminations ou du harcèlement ne peuvent relever que de la loi. De la même manière, les règles fondamentales à la vie des entreprises, comme la nécessité d'avoir une représentation du personnel ou les normes de santé et de sécurité, ne sont pas négociables, bien évidemment. La branche continuera de jouer leur rôle important et je dois d'ailleurs vous dire, comme je l'ai dit à la Commission, qu'à la demande des partenaires sociaux, tant patronaux que syndicaux, nous avons finalement choisi de renforcer non seulement l'accord d'entreprise, mais aussi l'accord de branche, et principalement pour tenir compte du très grand nombre de TPE, PME dans notre pays, qui ont besoin de support et de repères. Nous considérons donc que la clarification de cette articulation et la sécurisation de l'ensemble suppose de définir 3 niveaux. Au premier niveau, les accords de branche priment impérativement sur les accords d'entreprise. C'est le cas, par exemple, pour les minima conventionnels, les classifications, la mutualisation des financements paritaires ou encore les compléments d'indemnité journalière. En outre, nous proposons d'ajouter aux accords de branche la gestion de la qualité de l'emploi, durée minimale du temps partiel et des compléments d'heures, régulation des contrats courts, conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier. Donc c'est une nouvelle capacité de négociation dans la branche. Bien évidemment, en l'absence d'accord de branche, c'est la loi actuelle qui continuera de s'appliquer. Notre système reste supplétif. Faute d'accord d'entreprise, c'est l'accord de branche qui s'applique. Faute d'accord de branche, c'est la loi. Mais dans certains domaines, ça ne peut être d'ailleurs que la loi ou l'accord de branche. Autre point important qui doit figurer dans les accords de branche, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le principe figure dans la loi depuis longtemps, mais les modalités de sa mise en œuvre ne sont toujours pas effectives, bien que la loi date d'une quinzaine d'années. On voit bien que la loi seule ne peut pas changer toutes les attitudes, tous les comportements, et donc cela deviendra une priorité pour les branches. Le deuxième bloc, concernant les accords de branche, sera constitué de domaines pour lesquels la branche peut décider de primer sur les accords d'entreprise ou pas, selon sa négociation. Dans le jargon des partenaires sociaux et de l'État, ça s'appelle un accord verrouillé. Un accord verrouillé, c'est un accord de branche qui s'impose impérativement aux entreprises. Mais dans certains cas, ça peut ne pas être pertinent et la branche peut décider de ne pas l'imposer, d'en faire une référence. Dans ce deuxième bloc, la prévention de la pénibilité, des risques professionnels, le handicap et un nouvel élément, les conditions et les moyens d'exercice d'un mandat syndical, la reconnaissance des compétences acquises et les évolutions de carrière des élus du personnel. C'est un point important. Si nous misons sur le fait d'avoir un dialogue social rénové, renforcé, plus proche du terrain, il faut que l'ensemble des acteurs soient en mesure de le mener. Et donc, il faut s'assurer que la reconnaissance des parcours et des carrières fasse partie, je dirais, de renforcement de la capacité de négocier. Le troisième bloc, et là c'est un élément nouveau très structurant, est constitué par les domaines qui ne figurent pas dans les 2 blocs précédents. Ça paraît de la palisse, mais la conséquence est grande. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'accord de branche, ou que ce n'est pas un domaine couvert par les accords de branche tel que la loi le prévoit, c'est l'accord d'entreprise qui prime, sous réserve, bien entendu, du respect des dispositions prévues dont j'ai déjà parlé. Ce qui veut dire concrètement que beaucoup plus de domaines, beaucoup plus d'interactions entre les domaines pourront être négociées au niveau de l'entreprise. C'est en permettant aux entreprises d'adapter leurs règles pour faire face, par exemple, à une hausse ou baisse rapide de leur activité, en élargissant le champ de la négociation, en donnant plus de grains à moudre, comme on dit, et en encadrant de façon pragmatique la liberté de négocier, que l'on créera plus d'espace d'initiative pour les entreprises et plus de protection pour les salariés, car ça sera une protection correspondant à la réalité du terrain. C'est donc dans cette logique de clarification et de pragmatisme que vient s'inscrire aussi notre second maître mot, la lisibilité. Nous sommes un des rares pays à être doté d'un système aussi complexe de représentation des salariés,
puisqu'il existe 4 instances différentes dès lors que l'entreprise compte 50 salariés. Outre son caractère chronophage pour les 2 parties, cette segmentation prive le dialogue, prive les salariés et leurs représentants d'une vision d'ensemble stratégique qui permette de peser sur l'avenir de l'entreprise, c'est-à-dire de discuter en même temps les enjeux économiques, la marge des affaires, l'organisation, mais aussi les conditions de travail et les sujets du quotidien. Avoir une compréhension économique et sociale globale de l'entreprise. Et donc, il faut rendre plus lisible ce système, simplifier et renforcer le dialogue social en réduisant le nombre de ces instances. Pour mettre fin au morcellement de ces négociations, qui finalement n'apportent ni aux uns ni aux autres, nous proposons de fusionner les 3 instances d'information et de consultation. Le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Ils formeraient une nouvelle entité que nous proposons d'appeler le comité social et économique. Par accord d'entreprise ou majoritaire ou de branche, ce comité pourrait aller plus loin et devenir une instance unique dénommée conseil d'entreprise, intégrant également la compétence des négociations. Évidemment, il ne s'agit pas de diminuer, à l'occasion de la fusion, le champ des responsabilités et des attributions des instances fusionnées. J'ai entendu en commission vos réserves s'agissant de l'intégration du CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, permettez-moi de prendre l'acronyme pour aller plus vite, au sein de l'instance fusionnée. Évidemment, notre proposition ne vise en aucun cas à baisser la garde sur la santé et la sécurité de travail, sur lequel nous avons fait de très grands progrès collectifs ces dernières décennies. Mais rien n'empêche la constitution d'une commission spécialisée au sein de l'instance fusionnée. D'autre part, et c'est le fruit des concertations, la compétence d'ester en justice sur les sujets de santé et de sécurité au travail sera évidemment transférée à cette nouvelle instance. Par ailleurs, pour obtenir un dialogue de qualité, il faut que les acteurs puissent disposer des moyens appropriés, et donc le principe de recours à des expertises, que vous avez d'ailleurs encadré en commission, et la discussion sur le nombre d'heures de délégation, la formation et les parcours de carrière fait partie du sujet. C'est pourquoi j'ai confié à Jean-Dominique Simon-Poli, qui est directeur général de l'association Dialogue, une mission pour recenser les pratiques les plus innovantes et avancées des branches et des entreprises en termes de parcours syndicaux et formuler des propositions opérationnelles dans ce sens qui ont vocation à s'intégrer dans les ordonnances. Enfin, je sais que vous partagez avec moi le souci de trouver une solution opérationnelle pour encourager le dialogue social structuré et efficace et pragmatique dans les très petites et moyennes entreprises qui, comme je l'ai dit, concernent la majorité des entreprises et des salariés de notre pays. Ce n'est pas simple. L'intention est claire, mais il est vrai qu'après plusieurs décennies d'efforts et d'adoption de nombreux textes, on dénombre seulement 4% de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le système actuel de mandatement ne fonctionne pas et il faut envisager plusieurs pistes pour permettre la négociation de s'engager, y compris en l'absence de délégué syndical, qui reste la priorité, mais qui n'arrive pas à couvrir l'ensemble du champ. Les concertations sur ce sujet n'ont pas encore permis d'aboutir à une vision convergente. Nous continuons à réfléchir sur ce sujet et je compte beaucoup sur nos débats, car au Sénat, la proximité avec les entreprises sur le territoire est particulièrement importante, pour affiner ce point essentiel sans pour autant nous fermer des portes pour la rédaction des ordonnances. Troisième et dernier maître mot pour restaurer la confiance, notamment dans l'avenir, c'est d'en accroître la prévisibilité en réduisant les incertitudes juridiques. L'insécurité juridique pénalise d'abord les entreprises, surtout les plus petites, qui ne connaissent pas parfaitement à l'avance les règles du jeu quand elles veulent se réorganiser, adapter leurs effectifs ou prendre des initiatives. C'est un enchevêtrement de normes peu lisibles, doublé d'une jurisprudence évolutive et parfois inconstante, et c'est particulièrement dissuasif, d'une part pour les petites entreprises à l'embauche et aussi pour les investisseurs étrangers. Un tel arsenal normatif peut paraître parfois protecteur pour les salariés, mais en fait, il est souvent contre-productif, car les incertitudes et les rigidités qu'il génère conduisent à freiner l'embauche, notamment dans les petites entreprises, mais aussi à créer un sentiment que l'équité n'est pas au rendez-vous. La probabilité qu'un licenciement sur 5 se solde par un contentieux est une réalité. Ce contentieux dure en moyenne 21,9 mois, 29 mois en cas de formation de départage.
Vous comprendrez aisément que c'est une perspective extrêmement angoissante tant pour l'employeur que pour le salarié, qui ne peuvent pas se projeter sereinement dans l'avenir. Et d'autre part, un certain nombre de condamnations significatives portent sur des vices de forme. L'issue du contentieux devant le prud'homme pour le même préjudice et avec la même ancienneté peut être très aléatoire. Un salarié peut se voir octroyer des dommages et intérêts qui vont d'1 à 4 en fonction du conseil devant lequel est portée l'affaire. Cela nuit donc à la prévisibilité, à la sécurité, mais aussi à l'équité. En clair, les entreprises comme les salariés ont besoin de repères. C'est pourquoi nous voulons instaurer des barèmes planchers et plafonds pour les dommages et intérêts qui s'ajoutent aux indemnités de licenciement légales et conventionnelles. Une exception à la notion de plafond sera toutefois faite pour les cas de harcèlement et de discrimination, car là, il n'est pas simplement question d'emploi, mais d'atteinte à l'intégrité de la personne, et il ne nous paraît pas pertinent de raisonner de la même façon. Plus largement, nous devons trouver un système qui favorise la résolution des litiges en amont, en encourageant, lorsque la rupture est inévitable, la rupture conventionnelle, la transaction et la conciliation. Il ne s'agit donc évidemment pas de toucher aux indemnités de licenciement. Elles sont prévisibles, connues à l'avance, clairement définies. J'ai d'ailleurs annoncé à l'Assemblée nationale l'engagement du Gouvernement en augmenter le montant dans le même esprit de lisibilité en amont, plus qu'une inflation du contentieux en aval. Restaurer un climat de confiance dans l'avenir en levant ces incertitudes juridiques est indispensable pour assurer l'équité et la sécurité juridique des employeurs, mais aussi des salariés. Et surtout, pour restaurer rapidement la confiance dans la croissance, dans une croissance porteuse d'emplois. Évidemment, cette réforme ne sera pas suffisante à dynamiser le marché du travail. Le Code du travail tout seul ne peut pas dynamiser le marché du travail, mais il peut le rendre possible. La récente note de conjoncture de l'INSEE fait apparaître très clairement 2 autres obstacles majeurs à l'embauche pour les entreprises, qui relèvent du champ public, en partie. Tout d'abord, le coût du travail. C'est la raison de la transformation du CICE en baisse de charges pérennes pour les entreprises. Ensuite, la difficulté à trouver les compétences requises. Il nous faut impérativement renforcer les compétences, à la fois pour répondre aux besoins des entreprises, mais aussi pour doter les actifs de protection active face au chômage. Et pour cela, le levier de la réussite, c'est la formation. C'est l'enjeu du plan massif de développement des compétences des jeunes, des demandeurs d'emploi et de l'ensemble des actifs que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre dès l'automne, sous la forme d'un plan d'investissement dans les compétences et ultérieurement de la réforme de la formation professionnelle que nous entendons mener. C'est essentiel car il y a aujourd'hui une situation paradoxale avec des territoires dont la croissance est repartie et où on ne trouve pas les compétences, et d'autres territoires où elle ne repart pas et où les demandeurs d'emploi n'ont pas d'espérance devant eux. Donc cette question de l'investissement compétences, mais aussi de la mobilité des actifs, sont des sujets essentiels. La réforme de la formation professionnelle s'inscrira dans le droit fil de l'existant sur la logique des droits individuels de la formation. Je crois que cette logique centrée sur l'individu doit aussi inspirer la réforme de l'assurance chômage, comme ça a été annoncé durant la campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les actifs, et encore plus demain, n'auront pas un seul statut à vie dans leur vie professionnelle. Salariés, entrepreneurs, indépendants, élus, les statuts seront multiples. Aujourd'hui, tous nos systèmes de protection, assurance chômage, retraite, formation, ça a été levé grâce au compte personnalisé de formation, sont des protections par statut et non pas liées à la personne. Donc, pour l'assurance chômage, nous souhaitons aussi accompagner et sécuriser les choix des changements de carrière ou les nécessités de changement de carrière en intégrant à l'assurance chômage les indépendants et, dans certaines conditions, les démissionnaires, qui auront plusieurs statuts dans leur vie. Et donc, réfléchir à une protection de la personne transportable en donnant davantage de droits fait partie de la ligne de fond de l'ensemble de la réforme. Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai à l'esprit, et je sais que vous l'avez également, dans nos discussions, l'objectif ultime que nous poursuivons ensemble en bâtissant des réformes successives, interdépendantes, pour rénover notre maison commune que constitue le modèle social français. Cet objectif, c'est aussi celui de redonner du sens au travail.
Cette réforme y contribuera significativement en induisant des changements profonds dans le sens d'une meilleure performance économique, d'une plus grande liberté, mais aussi d'une proximité et d'une décentralisation du dialogue social. Cette rénovation du modèle social n'a pas pour but de répondre à des questions théoriques, mais aux vraies questions que se posent tous les jours les entreprises et les salariés. Les salariés, quels qu'ils soient, ceux aussi qui n'ont pas de travail et en voudraient, ceux dont la situation est précaire, aux territoires parfois oubliés et aux entreprises qui veulent aller de l'avant, innover, créer de l'emploi et porter le flambeau de la France dans le monde. Cette rénovation de notre modèle social est un levier majeur pour plus de confiance, plus de liberté, plus de sécurité, et elle mise pour cela sur un dialogue social et économique renforcé. Et maintenant, j'attends avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt le débat au Sénat sur ces sujets. Merci de votre attention. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur le Président Alain Milon, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le Président rapporteur, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous débutons cette mandature dans la continuité des soubresauts du précédent quinquennat, par une réforme qu'on annonce structurelle de notre droit du travail. Il est indéniable que les employeurs, les salariés et ceux qui recherchent un emploi sont pénalisés par une réglementation trop rigide et parfois illisible, voire ubuesque. Le Sénat tente depuis plusieurs années d'apporter des solutions pragmatiques aux difficultés rencontrées par les acteurs économiques sans remettre en cause les droits fondamentaux des salariés. Le gouvernement semble partager cette volonté qui est la nôtre d'adapter notre modèle social aux réalités de l'économie du XXIe siècle. C'est pourquoi nous approuvons la philosophie du présent projet de loi d'habilitation. Toutefois, ce soutien n'est pas inconditionnel, Madame la Ministre. Des sujets essentiels aux yeux de la majorité sénatoriale, comme la fixation par accord de la durée hebdomadaire du travail ou le relèvement des seuils sociaux, sont absents du texte. Le risque d'alimenter par ordonnance l'inflation législative que dénonce avec raison le Conseil d'État ne doit pas non plus être sous-estimé. Quant à la méthode retenue, elle est pour le moins singulière et sans précédent depuis 2007. Certes, il n'y a pas de recette miracle pour réformer le code du travail. Le précédent gouvernement avait d'abord privilégié la négociation d'accords nationaux interprofessionnels avant de prendre la responsabilité de réformes législatives. Mais il s'est arrêté à des demi-mesures sur lesquelles sa majorité s'est déchirée et qui n'ont pas pour autant véritablement traité les problèmes de fond. Le nouveau gouvernement a, quant à lui, décidé d'agir sans tarder. Dès le début du quinquennat, il y a évidemment, effectivement, urgence. Trop de temps a été perdu. Des discussions ont été menées simultanément au Parlement et avec les partenaires sociaux sur près d'une quarantaine de sujets techniques, mais d'inégale importance. Les orientations du gouvernement demeurent toutefois floues et changeantes, pouvant tout aussi bien témoigner d'une stratégie réfléchie que d'une succession d'hésitations. Nous ignorons à ce jour quelle sera la portée réelle des futures réformes. Madame la Ministre, nous pouvons parfaitement comprendre que sur certains sujets, vous nous demandiez une habilitation de principe, vous laissant le temps de la concertation et de la réflexion. Je pense par exemple à l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise, question à laquelle il n'y a pas de réponse évidente. En revanche, sur d'autres points que vous avez prévu de trancher rapidement, avant la fin de l'été, nous aurions parfaitement pu débattre dans le cadre d'un projet de loi ordinaire. Vous avez d'ailleurs relevé devant la Commission que le Sénat avait pu se forger une idée très précise des enjeux en cause lors des différents textes discutés ces dernières années. Comment encourager les accords collectifs dans les petites entreprises ? Quel régime appliquer au licenciement d'un salarié qui refuse un accord ? Quelles compétences donner à l'instance unique ? Quel délai raisonnable prévoir pour contester un licenciement ?
Quel périmètre géographique retenir pour apprécier les difficultés économiques d'une entreprise appartenant à un groupe? Toutes ces questions, nous en avons largement débattu lors des lois Rebsamen, Macron, El Khomri. Nous connaissons les positions des différentes organisations représentatives et nous savons qu'elles ne sont pas d'accord entre elles, mais c'est notre responsabilité de législateur d'apporter des réponses claires. Et c'est parce qu'elle a pris ses responsabilités que la Commission des affaires sociales a précisé les habilitations demandées, même si elle n'est pas opposée à ce que la rédaction détaillée des différents textes nécessaires soit déléguée à l'exécutif sous la forme d'ordonnances. Nous n'accepterons donc pas que l'on nous reproche d'avoir préjugé de l'issue des concertations. Celles-ci se sont d'ailleurs achevées vendredi dernier. Ce chapitre est désormais clos et maintenant doit s'ouvrir celui de la démocratie parlementaire. C'est sur tous ces sujets que je viens de citer. Cela fait des années que nous avons travaillé et puisqu'il s'agit de questions qui relèvent du domaine de la loi, c'est à nous, parlementaires, qu'il revient en dernier ressort de décider. C'est pourquoi la Commission des affaires sociales a adopté une trentaine d'amendements visant à renforcer l'ambition du projet de loi autour de 3 objectifs. Développer la compétitivité et l'attractivité de l'économie, tenir compte des spécificités des petites entreprises et rationaliser notre droit du travail au profit des salariés et des employeurs. À l'article 1er, nous avons autorisé l'employeur à conclure des accords collectifs dans les entreprises employant moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical, directement avec les représentants du personnel et, en leur absence, directement avec le personnel, sans interdire, bien entendu, le recours au mandatement. Nous souhaitons ainsi développer le dialogue social dans les petites entreprises en valorisant le rôle des délégués du personnel. La Commission soutient la volonté du gouvernement d'encourager des référendums en entreprise pour valider un accord, mais l'employeur doit pouvoir en prendre l'initiative et pas uniquement les syndicats. Nous avons également obligé les signataires d'un accord de branche à accorder une attention particulière aux petites entreprises dépourvues de représentants du personnel. S'agissant du licenciement des salariés refusant l'application d'un accord collectif, nous avons tranché en faveur d'un motif spécifique afin d'unifier les régimes actuels. Nous avons écarté l'application des règles du licenciement collectif à ces salariés tout en invitant le gouvernement à leur faire bénéficier d'un dispositif d'accompagnement équivalent au contrat de sécurisation professionnelle. La Commission est revenue sur la disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui réduisait de 3 ans à 18 mois le délai prévu pour la restructuration des branches. Elle a refusé d'accélérer la généralisation des accords majoritaires en raison du blocage du dialogue social qu'elle pourrait entraîner. À l'article 2, nous avons approuvé la fusion des institutions représentatives du personnel en une instance unique et lui avons donné compétence en matière de négociation des accords d'entreprise, sauf accord majoritaire contraire. Nous avons souhaité que l'ordonnance traite de la formation des membres de cette nouvelle instance, sujet crucial en raison de l'étendue de ses missions. Le nombre de mandats successifs de ces membres a été limité à 3 afin de garantir un lien entre les élus et l'activité quotidienne de l'entreprise. Les obligations en matière de transparence financière applicables aux comités d'entreprise qui ont vu le jour grâce à la pugnacité de notre collègue Catherine Procaccia, devront par ailleurs être étendues à l'instance unique. Enfin, tout recours à une expertise devra être précédé d'une mise en concurrence pour limiter les coûts supportés par les employeurs. Soucieuse de lutter contre l'instabilité du droit, la Commission a en outre supprimé 3 demandes d'habilitation. La première, à la rédaction imprécise, visait à augmenter le nombre de sujets soumis à un avis conforme des institutions représentatives du personnel, au risque de remettre en cause le pouvoir de direction de l'employeur. La deuxième proposait de modifier la représentation des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises, alors même
qu'aucune évaluation des dispositifs mis en place depuis 2013 n'a été réalisée et que la dernière réforme, elle, date seulement de 2015. Quant à la dernière habilitation, elle autorisait une refonte des missions des commissions paritaires régionales, les CPRI, qui n'ont été installées que le 1er juillet dernier et auxquelles le Sénat s'est toujours opposé. À l'article 3, la Commission a autorisé l'employeur à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. Nous avons souhaité une réduction au moins de moitié du délai de contestation d'un licenciement économique actuellement fixé à 1 an. Nous avons également adopté un amendement pour ouvrir un débat sur le coût des inaptitudes d'origine non professionnelle qui pénalisent parfois fortement les petites entreprises. À l'instar d'un grand nombre de nos voisins européens, nous avons retenu un périmètre national pour apprécier la cause économique d'un licenciement collectif lorsqu'une entreprise appartient à un groupe international. Ce faisant, nous avons souhaité combler un vide juridique qui permet aux juges de choisir un périmètre européen, voire mondial, pour contrôler le bien-fondé d'un licenciement économique nuisant gravement à l'attractivité de notre territoire. Enfin, nous avons précisé que les accords de branche fixant les règles d'utilisation du CDI de chantier devront respecter un cadre fixé par la loi afin de garantir un socle commun aux salariés et aux employeurs relevant d'une même branche. C'est donc, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, un texte clarifié et réellement utile pour la vie de nos entreprises que nous demandons au Sénat d'adopter. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Albéric de Montgolfier. Monsieur le rapporteur général, vous exprimez en tant que rapporteur pour avis de la Commission des finances et vous aurez 5 minutes, mon cher collègue. Par rapport avec la chose. Merci, Madame la Présidente. Madame le Ministre, Monsieur le Président et rapporteur de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, comme vous le savez, la Commission des finances a reçu une délégation au fond de la Commission des Affaires sociales concernant l'article 9 du projet de loi d'habilitation. Je le dis tout de suite, d'emblée, vous le savez, cet article n'a pas de lien direct, même indirect d'ailleurs, avec le reste du texte, puisqu'il traite du report de l'entrée en vigueur de l'impôt et du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une loi sur le dialogue social, pas d'une loi sur le dialogue fiscal, mais d'une loi sur le dialogue fiscal. Et il a d'ailleurs si peu de rapport, Madame la Ministre, que je remarque que vous n'avez même pas parlé de cet article 9. Nous parlons d'un véritable serpent de mer du débat fiscal français, le prélèvement à la source, qui a fait l'objet, comme vous le savez, de très nombreuses tentatives de mise en place depuis les années 1950. Et toutes ces tentatives se sont soldées par un échec. Et je vous rappellerai à cet égard l'une des causes de l'abandon de la réforme en 1973, qui était l'effet psychologique de ce qu'on appelle le bas de la feuille de paie et la crainte d'une détérioration des relations entre employeurs et salariés. Sans doute, le même écueil guette-t-il la réforme du prélèvement à la source votée en décembre dernier. Par ailleurs, si le dispositif inscrit à l'article 60 de la loi de finances pour 2017 est sans doute l'un des projets les plus aboutis d'instauration du prélèvement à la source en France, il s'illustre aussi par son extrême complexité et ses imperfections. Comme je l'avais d'ailleurs détaillé dans mon rapport d'information de novembre 2016, la réforme crée, c'est le terme que j'avais employé, un choc de complexité pour les contribuables comme pour les tiers collecteurs. Elle instaure en effet un système d'impôt sur le revenu à 2 étages, dans lequel de nouvelles règles d'assiette et de taux propres prélèvement à la source viennent s'ajouter aux règles actuelles de la calcul de l'impôt sur le revenu. De plus, le prélèvement à la source présente des inconvénients notables pour les contribuables. Je pense notamment à l'absence de prise en compte des réductions et crédits d'impôt, dont le montant du prélèvement. Je pense également aux conditions de recours au taux neutre qui sont particulièrement dissuasives pour ceux qui souhaiteraient protéger la confidentialité de leurs données personnelles. D'ailleurs, dans un récent article, l'OFCE aboutit d'ailleurs à une conclusion similaire à celle que j'avais formulée à l'automne dernier. Le prélèvement à la source présente peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. L'étude commandée par la délégation aux entreprises du Sénat, qui nous a été présentée très récemment, confirme quant à elle les coûts d'adaptation élevés inhérents à la collecte de la retenue à la source pour les entreprises. Au total, ce coût est estimé à 1,2 milliard d'euros,
dont les 3/4 pèseraient sur les très petites entreprises. Dans cet article 9, le gouvernement justifie le report d'1 an par la nécessité, je le cite, d'assurer un meilleur accompagnement dans la mise en œuvre de la réforme et d'approfondir les travaux de préparation, comme quoi tout n'était pas si près. Cette proposition, qui n'est guère surprenante, compte tenu de la précipitation avec laquelle a été mise en œuvre cette réforme, du moins de laquelle elle a été adoptée, et de son calendrier de mise en œuvre particulièrement serré par le précédent gouvernement, est donc tout à fait acceptable. En dépit des efforts qu'il faut reconnaître importants fournis par les services de la Direction générale des finances publiques, la fiabilité du dispositif est encore incertaine. En complément de l'expérimentation qui sera menée cet été avec les entreprises, avec les collectivités territoriales volontaires, elles ne sont d'ailleurs pas très nombreuses, le gouvernement propose ainsi de réaliser un audit concernant la robustesse de la réforme et la charge introduite pour les tiers collecteurs. Il eût été certainement préférable de faire figurer cette mesure de report dans un autre texte que le présent projet de loi d'habilitation qui renvoie, Monsieur le Président, à un tout autre débat que celui du prélèvement à la source. Toutefois, une intervention rapide est sans doute nécessaire pour clarifier le traitement des revenus perçus par les contribuables en 2017 et sans doute également pour éviter que le taux de retenue à la source ne soit transmis aux employeurs à l'automne prochain. Dans l'attente des résultats de l'expérimentation et dans l'attente de l'audit mené par le gouvernement, il serait donc prématuré de supprimer le prélèvement à la source. Pour autant, je ne souhaite pas, et c'est d'ailleurs la position sans doute très majoritaire de la Commission des finances, que nous en restions au statu quo, mais que nous recherchions d'autres moyens d'améliorer la contemporanéité de l'impôt sur le revenu sans solliciter des tiers collecteurs, puisque tel est le problème, c'est bien celui-ci, c'est le fait que l'impôt ne soit pas contemporain, mais qu'il y ait des tiers collecteurs. J'ai d'ailleurs proposé à l'automne dernier, dans cet esprit, une solution de compromis, le prélèvement mensualisé et contemporain, c'est-à-dire sur la base des revenus actuels, de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif reposerait donc sur un système d'acompte dont le montant pourrait être modulé à tout moment par le contribuable en cas de variation de revenus ou en cas de modification de sa situation familiale. C'est tout le sens de l'amendement que nous avons adopté, qui enrichira le contenu du rapport, qui devait être remis par le gouvernement au Parlement avant le 30 septembre prochain. Nous pourrons donc alors disposer de toutes les informations utiles avant de statuer sur l'avenir du prélèvement à l'automne prochain. Aujourd'hui, n'ayons pas le débat de fond, mais réjouissons-nous de ce report, en espérant sans doute qu'on trouve une autre solution que celle qui avait été proposée par la loi de finances pour 2017. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. Nous passons à la discussion de la motion tentant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Madame Éliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ont déposé une motion distribuée sous le numéro 52 tentant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. La parole est à Madame la Présidente Éliane Assassi pour la mention et vous avez 10 minutes, ma chère collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi d'habilitation constitue une nouvelle agression contre le droit au travail qui, faut-il le rappeler, organise la protection des salariés face à la puissance patronale, face à la puissance de l'argent. Le Code du travail n'est pas un frein au développement de notre société, il est le fruit de décennies de lutte sociale pour imposer l'humanisme face à la dictature du profit. Le Code du travail, c'est l'expression de la spécificité française, la primauté de la loi pour définir le droit du travail, loin de l'arbitraire du droit anglo-saxon en la matière que vous semblez privilégier, Madame la Ministre. C'est la loi, expression du peuple souverain, qui a longtemps garanti les droits fondamentaux des salariés. En toute logique, votre projet que nous examinons aujourd'hui remet en cause tout ce qui constituait le programme du Conseil national de la résistance. Suppression de l'assurance chômage, suppression du régime des retraites par répartition. Et dans les ordonnances antidémocratiques par essence, vous avez l'intention de fusionner les 4 instances représentatives du personnel, plafonner le niveau des indemnités prud'homales en cas de licenciement, étendre la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche et généraliser le recours au CDI de chantier. Vous poursuivez la démolition pure et simple du Code du travail. Ce faisant, c'est l'ensemble du pacte républicain issu de la résistance que vous déstabilisez. La loi, vous la voulez pour servir l'économie et non plus pour satisfaire les besoins humains et sociaux. Elle devient un outil de dérégulation
alors même que les constituants de 1946 et de 1958 l'ont élaboré comme une protection des plus faibles. Mais qu'importe le stress au travail, les cadences infernales, les suicides sur les lieux de travail, leur diminution et leur suppression n'est pas votre priorité. Ce qui importe, c'est de répondre encore et encore au diktat du profit qui exige toujours plus de disponibilité, de compétitivité, de rentabilité et donc toujours plus de précarité pour les travailleurs. L'État est censé garantir les droits des travailleurs énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946 face à la loi du marché. Les sénatrices et les sénateurs communistes considèrent bien au contraire qu'il importe, pour des raisons sociales, économiques, environnementales, de faire prévaloir le social sur l'économie. Cette conception d'une économie au service des hommes, qui se construit par solidarité et non par la concurrence, nous la nommons société de progrès. Les exigences d'un nouveau monde sont celles de la construction d'une société de partage et de solidarité, d'une société qui protège les droits et les développe. Tel était le sens du préambule de 1946. Vous devez cesser cet affichage trompeur de la modernité, alors que vous faites ressortir les vieilles ficelles libérales. Nos concitoyens commencent à voir clair dans votre jeu libéral. Nous vous démontrerons en présentant cette motion comment, comme dans la suite de nos débats, combien cette loi est en réalité un outil entre les mains du patronat pour rendre les salariés corvéables à merci. Demain, les salariés seront contraints de négocier individuellement non seulement leur contrat de travail, mais l'ensemble des droits qui ne seront plus couverts par les accords de branche. Nous sommes là au cœur de votre projet. L'individualisation de la négociation, l'organisation et la durée de leur travail et, pourquoi pas, leur droit à la protection sociale. Avec vous, c'en est fini de notre société de solidarité et d'égalité. Ainsi, de manière insidieuse, vous répondez à une demande ancienne et récurrente du patronat et du MEDEF, mettre fin à toute conception collective du travail pour renvoyer la relation de travail à la seule relation individuelle entre employeurs et salariés que vous dénommez désormais collaborateurs ou associés. Vous tentez par exemple de faire croire aux salariés qu'il est possible de se libérer en devenant leur propre patron. Mais cet Eldorado n'est pas aussi rose que vous voulez le faire croire. En 2016, seulement 30% des auto-entrepreneurs sont encore actifs 3 ans plus tard. Et moins de 2% ont quitté la micro-entreprise pour le régime général. Ce qui signifie que très peu ont passé les seuils de chiffre d'affaires, 82 000 € par an pour la vente, 32 900 € pour la prestation de service. De fait, les 3/4 des entrepreneurs toujours actifs après 3 ans déclarent un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 € par an. Si l'entreprise est un bien commun aux salariés et à l'employeur, le lien de subordination, et vous le savez bien, Madame la Ministre, déséquilibre la relation au détriment du salarié qui est le plus souvent perdant dans les négociations. Et pour cette raison, il est indispensable d'avoir la possibilité de se syndiquer et avoir recours à des représentants syndicaux pour défendre les droits des travailleurs. Le 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 garantit, je cite, « à tout homme de défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Ce principe est remis en cause dès lors que l'on individualise les relations entre les travailleurs et l'employeur qui peut organiser un référendum dans l'entreprise pour faire accepter les baisses de salaire. Il est tout de même contradictoire d'annoncer vouloir renforcer le dialogue social d'un côté tout en utilisant tous les moyens possibles pour marginaliser les organisations syndicales dans les entreprises de l'autre, en fusionnant les instances représentatives du personnel ou en cassant le monopole syndical. Personne n'ignore que le syndicalisme se construit précisément sur l'exigence de défense collective d'intérêts collectifs. Votre texte est ensuite contraire à la décision du 28 décembre 2006 du Conseil constitutionnel qui garantit le droit des travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail. Ce droit n'est plus effectif dès lors que le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué du personnel et le délégué syndical sont fusionnés en une seule instance. Est-ce que la future instance unique de représentation du personnel aura les mêmes compétences que les instances actuelles? Aura-t-elle le même nombre d'élus du personnel?
Auront-ils les mêmes moyens à disposition pour mener leur mandat? L'instance unique aura-t-elle la personnalité juridique? Pourra-t-elle ester en justice? Alors même, Madame la Ministre, que vous aviez participé à la rédaction d'un rapport sur la santé et le bien-être au travail qui proposait, je cite, la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental interentreprises pour reprendre en charge les risques psychosociaux au sein des petites entreprises, vous décidez de faire disparaître totalement les CHSCT. En supprimant le CHSCT, vous remettez en cause l'action des syndicats pour enfin reconnaître l'importance des règles de protection de la santé au travail dans les entreprises. En supprimant le compte de pénibilité chargé de prévenir les maladies professionnelles, vous revenez sur l'engagement pour les salariés des métiers pénibles de pouvoir partir en retraite anticipée. Cette instance unique va encore éloigner les représentants du personnel des salariés. Il s'agit clairement d'une entorse au droit des salariés à participer à la gestion de leur entreprise garantie par le 8e alinéa du préambule de 46. Vous remettez en cause le monopole syndical en matière de négociation dans les PME-TPE. Vous ouvrez la porte à des élus du personnel sans indépendance vis-à-vis du pouvoir patronal et des négociateurs subordonnés à la direction de l'entreprise. Mais il y a plus. Outre l'individualisation avec ce projet de loi, vous inversez également la hiérarchie des normes en étendant le champ de la primauté de l'accord d'entreprise. Ce qui était jadis l'exception, l'accord individuel ou la convention d'entreprise, vous en faites la règle. Et inversement, ce qui était la règle, les accords de branche et les conventions collectives, vous en faites l'exception. Cette inversion des normes ne vise ni plus ni moins qu'à instaurer une forme de dumping social interne, sans compter que la possibilité de déverrouiller les accords de branche est un véritable élément du dumping social, cette fois européen. Ne tentez pas de nous faire croire que les salariés auront quoi que ce soit à gagner dans cette concurrence entre entreprises. Le marché du travail est tel que ce ne sont plus les salariés qui font valoir leurs droits, ce sont les employeurs qui imposent leurs exigences. Le patronat parviendra toujours à s'organiser pour proposer le moins-disant, le moins favorable aux salariés. Quand il s'agit de gros sous, on peut leur faire confiance. Les grands magasins vont pouvoir faire du chantage à l'emploi en demandant de réduire la plage horaire du travail de nuit. La période travaillée de 21h à 6h du matin pourrait être raccourcie demain pour répondre aux acheteurs nocturnes impulsifs. Enfin, votre texte porte atteinte à la justice prud'homale en plafonnant les indemnités en cas de licenciement abusif initialement prévu par la loi Macron et censuré par le Conseil constitutionnel. La loi El Khomri avait repris cette mesure avant son retrait face à la mobilisation sociale. Pourquoi insistez-vous donc tant pour limiter le montant des dommages et intérêts versés aux salariés? Parce que ce plafond, pour les juges prud'homaux, sera une provision comptable pour les entreprises qui souhaitent licencier librement. L'employeur pourra ainsi choisir de respecter le droit du travail ou prendre le risque d'une condamnation dont il connaîtra à l'avance le montant de l'indemnité. Côté salarié, c'est le règne de l'arbitraire. Le projet de loi d'habilitation est ainsi contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, garantissant le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, ainsi que le respect d'une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties. L'équilibre des parties est rompu dès lors que l'employeur peut donner a posteriori le motif de licenciement. Le patron pourra ainsi évoquer le motif de son choix pour éviter un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame la ministre, Robespierre, le 10 mai 1793, proclamait, je cite, « Jusqu'ici, l'art de gouverner n'a été que l'art de dépouiller et d'asservir le grand nombre au profit du petit nombre et la législation le moyen de réduire ces attentats en système. Les rois et les aristocrates ont très bien fait leur métier. C'est à vous maintenant de faire le vôtre, c'est-à-dire de rendre les hommes heureux et libres par la loi. » Merci. Fin de citation. Votre projet est un retour à l'ancien monde, celui de l'oppression par les puissants. Il est contraire à la République sociale, à notre Constitution et ses préambules. Il est un acte de régression lourd de conséquences pour notre peuple. Telles sont les raisons qui ont poussé mon groupe à déposer cette motion d'irrecevabilité. Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Yves Daudigny, contre la motion, et vous avez 10 minutes, mon cher collègue. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe communiste, républicain et citoyen
au travers de cette motion, nous invite à nous interroger sur la recevabilité du projet de loi. Reconnaissons-lui, groupe communiste républicain et citoyen, la constance et la cohérence dans son positionnement. Vous invoquez, mes chers collègues, d'une part la méconnaissance du préambule de 1946, d'autre part celle des règles législatives du dialogue social. Alors je n'utiliserai pas d'autres arguments que ceux qui sont juridiques pour répondre à une argumentation qui est juridique. Je n'appesantis pas sur le second moyen soulevé, relatif à la méconnaissance de règles législatives, dès lors qu'elles n'ont par définition aucune valeur constitutionnelle. Elles n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article 44, alinéa 2 du règlement du Sénat. S'agissant de la méconnaissance du préambule de 1946, je peine à trouver les articles auxquels vous faites allusion. Le droit de travailler et d'obtenir un emploi, le droit de défendre ses intérêts par l'action syndicale, le droit à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises par l'intermédiaire de ses délégués, le droit de grève peut-être. Au-delà d'une approximation de la base légale qui fonde la motion, je ne vois, dans le préambule de 1946, que des articles qui viennent au soutien des objectifs poursuivis par le projet de loi d'habilitation, et je dis bien au soutien d'habilitation et non aujourd'hui de la ratification. Le champ de l'habilitation du présent projet de loi vise en particulier à favoriser le dialogue social. Il encourage employeurs et salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau au bénéfice de leurs intérêts respectifs. Il ne semble pas que le préambule de 1946 y fasse obstacle. Le préambule proclame le droit au travail. Il nous appartient précisément, pour respecter ce principe, de nous interroger et débattre sur l'évolution d'un droit protecteur, fondamental et indispensable, mais qui n'empêche pas, malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, nous le savons, le cancer du chômage. Ces quelques considérations conduisent à conclure non seulement que le projet de loi n'est pas contraire au préambule de la Constitution de 1946, mais également qu'un texte est certainement nécessaire pour poursuivre la réflexion sur l'évolution du droit du travail initiée lors du précédent quinquennat. L'avis défavorable que j'émets à l'égard de cette motion ne présage en rien, bien sûr, à l'issue du vote sur le projet de loi et encore moins sur le futur projet de loi de ratification. Il est avant tout question d'ouvrir le débat. L'adoption de cette motion priverait le Sénat d'une discussion utile. Elle priverait l'ensemble des sénatrices et des sénateurs, et pour vous également, mes chers collègues, d'une tribune. Elle nous priverait surtout d'un examen complet du projet de loi en séance publique. Mes chers collègues, je vous invite au contraire à faire vivre la démocratie parlementaire et le bicamérisme. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Avis de la commission, monsieur le président rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Donc les auteurs de la motion considèrent que le projet de loi d'habilitation est contraire à la Constitution, sans préciser toutefois les griefs dans l'objet de leur exception d'irrecevabilité. Je ne partage évidemment pas leur analyse. Je me limiterai à trois exemples emblématiques quand même. Premier exemple, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Ce principe constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que le législateur distribue les compétences entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise, comme l'a reconnu d'ailleurs le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 avril 2004, loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Une seule limite est posée, la loi doit fixer les dispositions d'ordre public. Le gouvernement est donc fondé à rationaliser l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise à l'article 1er. Deuxième exemple, l'alinéa 6 du préambule de 1946 prévoit que, je cite, « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Mais je précise qu'aucune disposition dans le texte ne remet en cause ce principe.
La Commission a souhaité renforcer le dialogue social dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical, mais bien entendu, tout salarié demeure libre d'être désigné délégué syndical et l'employeur pourra toujours conclure un accord avec un salarié mandaté. Troisième exemple, le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 5 août 2015 que le principe même d'un barème obligatoire pour fixer les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à la Constitution. Pour toutes ces raisons, la Commission a émis un avis défavorable. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, avis du gouvernement, s'il vous plaît. Je n'ai rien à ajouter sur le plan juridique. Je partage totalement l'analyse qui a été faite et je me réjouis simplement que le débat permette prochainement de lever aussi un certain nombre d'incompréhensions, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui ne sont pas du tout ni dans la loi d'habilitation ni dans les intentions sur les ordonnances. Donc voilà, pas d'autres remarques sur le plan juridique. Merci. Donc 2 avis défavorables, nous sommes bien d'accord. Explication de vote, Monsieur Serge Dassault. Oui, jusqu'à présent, je croyais que les syndicats et les communistes défendaient les salariés. Je constate qu'il n'en est rien. Parce que leur propose un projet de loi qui favorisera l'embauche. Vous ne comprenez pas ça? Les salariés ne peuvent trouver de loi qu'en étant embauchés par des entreprises. Et les entreprises n'embaucheront pas tant qu'elles auront la rigidité de l'emploi actuel qui les empêche de favoriser le licenciement s'il n'y a plus de travail. Donc vous êtes contre ce projet de loi qui est très bon et que je défendrai. Si Madame Yonnet pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, il est dommage que le gouvernement qui a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale, a fortiori du Parlement, propose d'ouvrir les débats de cette session par un texte au Sénat cédant au populisme médiatique en jetant l'opprobre sur l'ensemble des parlementaires. Je pense notamment au projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique et aujourd'hui la loi d'habilitation par ordonnance à prendre des mesures sur le renforcement du dialogue social, premier texte débattu à l'Assemblée nationale. Une procédure accélérée sans ordonnance sur ce texte aurait sans doute permis une adoption finale du texte au début de l'année 2018, soit à peine quelques mois après la publication prévue par vos ordonnances. Force est de constater que vous ne donnez pas l'impression de rendre, ne serait-ce qu'à votre majorité parlementaire, par extension au Parlement tout entier, la confiance qu'elle vous a donnée, et vous me l'accorderez, va à l'encontre du dialogue. C'est d'autant plus regrettable que nous aurions dû nous retrouver sur certains objectifs, par exemple sur l'ouverture des droits à l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires ou les indépendants. Au-delà donc du peu de confiance que vous accordez aux parlementaires, je tenais, Madame la Ministre, à vous rappeler que ces ordonnances feraient suite à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui a mis en place de réelles contreparties progressistes face à la baisse des risques existants pour les patrons des TPE et des PME. Je pense notamment au CPA, aux comptes pénibilité, aux congés spéciaux, aux droits à la déconnexion, aux droits liés aux emplois saisonniers, à la durée des congés en cas de décès d'un proche, etc. Une loi dont les impacts concrets ne sont pas encore aujourd'hui définis. Vous proposez cependant d'aller d'ores et déjà beaucoup plus loin, en restreignant de manière drastique la régulation nationale au profit des moins-disants sociales, avec pour le seul lot de consolation le droit de discuter dans l'entreprise sur 2 ou 3 points qui seront listés par vos soins. Madame la Ministre, la seule condition qui aurait pu adapter le dialogue social de manière positive tant pour les entreprises que pour les salariés et qu'il eût été possible de présenter votre texte durant les 30 Glorieuses. Ce n'est pas le cas. Elles ne créeront très probablement que des régressions sociales telles que vues en Allemagne ou au Royaume-Uni. Moins de chômage, mais beaucoup plus de salariés cumulant des temps partiels et des petits boulots sous le seuil de pauvreté. Madame la Ministre, toutefois, pour laisser la porte ouverte au débat et par voie d'amendement, mes chers collègues, je m'abstiendrai à l'image de mes collègues Gisèle Jourda et Georges Labassé sur ces 2 motions et j'aurai sans doute dans les prochaines heures l'occasion de reparler point par point de ce texte. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Je n'ai plus de demande. Non, Monsieur Bourquin, puisqu'il y a une seule intervention par groupe.
Donc, je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote d'autres groupes. Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix la mention numéro 52 de Madame Éliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi. Je le rappelle. Je vais donc mettre aux voix cette motion, qui a donc 2 avis défavorables. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est rejetée. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Monsieur Dominique Vatrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen ont déposé une motion distribuée sous le numéro 53 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Monsieur Vatrin, vous avez 10 minutes pour exposer votre motion. 10 minutes. Bien entendu. Oui. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission et rapporteur, dont je salue le travail et l'écoute, Madame la Ministre, nous contestons le choix des ordonnances. Nous sommes en effet sur un champ législatif très large, aussi vaste et complexe que le Code du travail, et en quelques jours de débat parlementaire, nous devrions valider le cadre que vous nous proposez, sans connaître tout ce qui s'est dit avec les organisations représentatives. Tout cela s'apparente à un blanc-seing. Je rappellerai donc aux sénatrices et sénateurs qui s'apprêtent à vous suivre qu'ils abdiqueraient encore un peu plus leur pouvoir constitutionnel d'élaboration de la loi. Car même si, au final, les ordonnances n'étaient pas ratifiées par le Parlement, celles-ci s'appliqueraient quand même sous forme de décret. Ce passage en force ne nous surprend pas au groupe communiste, républicain et citoyen. Il n'est que la conséquence du parti pris à 100% patronal, à 100% MEDEF de l'exécutif. Force est de constater que sous couvert de modernisation, vous reprenez en fait, une à une, toutes les vieilles lunes du cahier de revendications patronales. Primauté de l'accord d'entreprise, contournement des organisations syndicales, nouvelle réduction du champ du principe de faveur, facilitation, sécurisation des licenciements économiques, extension du travail de nuit et du dimanche, remise en cause du compte pénibilité et j'en passe. Autant de recul des droits individuels et collectifs des salariés. Alors, vous tentez de présenter cette énième réforme à une opinion publique mal informée comme une réponse au bouleversement du travail, à la diversité des entreprises ou un levier pour dynamiser l'entrepreneuriat. Mais derrière l'imprécision du texte d'habilitation se cache en réalité une main de fer. La décentralisation des négociations collectives au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire là où le salarié est le plus en situation de faiblesse. Avec le principe de subsidiarité que vous sanctuarisez, vous inversez en réalité la hiérarchie des normes. Bien sûr, vous prétendez renforcer aussi le rôle des branches, mais hormis les domaines spécifiquement désignés par la loi ou les quelques possibilités de verrouillage, nombre de droits garantis aujourd'hui par les conventions collectives de branche pourraient être mis en cause. Beaucoup s'en inquiètent, bien au-delà de notre sensibilité. Et en même temps, vous recentralisez, Madame la Ministre, tous les pouvoirs entre vos mains en supprimant la commission d'experts prévue à l'article 1er de la loi El Khomri qui devait travailler à des propositions d'évolution du Code du travail. Notre question préalable s'appuie sur ces données incontestables, mais plus encore sur le respect que nous portons à ces millions de Françaises et de Français qui cherchent un emploi ou voudraient vivre décemment du leur parce que précarisés. Le président de la République a lui-même présenté ce texte comme un préalable à la modernisation de notre économie. Il n'y aurait donc pas de flexibilité dans la législation et la réglementation actuelle. Permettez-moi d'en douter. Lorsque, par exemple, je vais sur la zone de Capécure, à Boulogne-sur-Mer,
je m'aperçois que plus de 50% des postes de production sont occupés en permanence par des intérimaires qui ont sans doute des difficultés pour construire un projet de vie ou contracter un emprunt. Ou bien lorsque je téléphone dans mon département natal, la Manche, une ancienne voisine me dit « Tout ce qu'une société aujourd'hui peut imposer comme contrainte et obligation à un jeune pour gagner 230 € à distribuer des annuaires téléphoniques. » Or, le nombre de ces contrats sauvages CDD de moins d'un mois est passé de 1,5 million en 2010 à 4 millions en 2016. Mais les patrons ont sans doute compris que ce serait encore mieux si le CDI lui-même était précaire, et c'est ce que vous nous proposez d'une certaine manière. Si je vous ai bien entendu, Madame la Ministre, il faut redonner confiance aux chefs d'entreprise pour recréer de l'emploi. Mais que faites-vous de toutes les études qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre la protection de l'emploi et la montée ou la baisse du chômage? L'ensemble des contre-réformes précédentes, dont les dernières remontent à l'année passée et n'ont d'ailleurs jamais été évaluées, n'ont pas résolu le problème du chômage de masse en France. Toutes les études conduites par l'OCDE, l'OIT, la Banque mondiale, l'INSEE démontrent qu'il n'y a pas de lien entre l'abaissement des droits et des garanties collectives et le règlement des problèmes de l'emploi et du chômage. C'est également vrai à l'échelle européenne, avec les mini-jobs à l'allemande, les contrats 0 heure à l'anglaise, les Jobs Act à l'italienne ou encore les reçus verts comme au Portugal. Ils ont peut-être dégonflé artificiellement certaines statistiques du chômage, mais ils ont sûrement précarisé les travailleurs en plongeant nombre d'entre eux dans la misère sans aucun effet réel sur l'emploi. Même les employeurs de notre pays, selon la dernière note de conjoncture de l'INSEE, ne placent la complexité du Code du travail qu'au 4e rang de leurs préoccupations comme frein à l'emploi. Bien loin derrière l'incertitude économique, c'est-à-dire le niveau de croissance, pour faire vite, ou les difficultés, vous en avez parlé, à recruter du personnel qualifié et compétent. En réalité, c'est un projet de loi d'habilitation très politique, déconnecté des réalités, dangereux pour la performance de notre économie et notre équilibre social, que le Président de la République vous demande d'autoriser, mes chers collègues. Un texte qui va même au-delà des recommandations de la très libérale Commission européenne, qui saluait dans les textes précédents, notamment les lois Macron, Rebsamen, El Khomri, des progrès substantiels. Mais le Président de la République voudrait absolument taper sur la table. Nous disons stop avec cette question préalable. Ce que nous voulons, c'est construire un nouveau code du travail et plus protecteur, qui réponde aux défis du XXIe siècle, qui donne de nouveaux droits aux salariés, aux comités d'entreprise, pour faire primer l'outil de travail sur la rapacité des fonds de pension prédateurs d'emploi ou les licenciements boursiers. Un code du travail qui anticipe les mutations économiques, les évolutions technologiques, qui prennent aussi en compte les nouvelles aspirations des jeunes. Si on prend la question des plateformes numériques, elle n'est pas traitée dans ce texte. Pourtant, il est urgent de protéger les travailleurs concernés. Ce serait possible même en préservant une large indépendance avec la définition d'un nouveau contrat de salarié autonome. C'est ce que propose le groupe de recherche pour un autre code du travail. Dans cette proposition de nouveau code du travail, 4 fois plus court que l'actuel et qui devrait être la base de travail pour une remise à plat digne de ce nom. Ce remarquable travail que vous ignorez malheureusement, Madame la Ministre, a été effectué par une vingtaine d'universitaires sous la direction d'Emmanuel Dockès, en concertation avec des syndicalistes de toutes les confédérations représentatives des salariés et sans exception. Eh bien, parce que ce travail ne peut être ignoré, parce que le postulat sur lequel vous fondez ce projet de loi d'habilitation est manifestement erroné, parce que nous avons à cœur de défendre le dynamisme de l'économie
et la protection des salariés, je vous invite à voter la question préalable. Merci, mon cher collègue. Contre la motion, toujours Monsieur Yves Daudigny, pour 10 minutes. Madame la présidente, merci. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les membres du groupe socialiste et républicain ne soutiendront pas la motion tendant à opposer la question préalable. Nous ne la soutiendrons pas parce que nous pensons fortement que seul le débat, l'expression d'opinions diverses, la confrontation des convictions, l'opposition des éventuelles argumentations font vivre, enrichissent et éclairent la démocratie. Nous ne soutiendrons pas cette motion tendant à opposer la question préalable pour que l'Assemblée nationale n'ait pas l'exclusivité de l'expression, pour ne pas apporter des éléments supplémentaires, s'il en était besoin, aux détracteurs qui affirment que le Sénat ne sert à rien, parce que les citoyens souhaitent, et c'est leur droit, connaître les positions exprimées publiquement par leurs élus sur un projet, fût-il d'habilitation, qui touche à une valeur fondamentale qui est celle du travail. Des enquêtes récentes réalisées sur 102 pays placent la France au premier rang pour la considération accordée à la valeur travail. Parce que la question posée est « quelle est l'importance du travail dans votre vie ?» Mais ces mêmes enquêtes placent la France à la 99e place dans les relations entre les employés et les employeurs. Lorsque l'on pose la question, ces relations sont-elles conflictuelles ou coopératives? Alors, mes chers camarades, mes chers amis, pardon, chers collègues, c'était pour vous, mes chers collègues, après des travaux en commission qui ont été menés, il y a bien intérêt à débattre dans l'hémicycle et je souhaite que nous puissions, au cours des jours à venir, faire vivre la démocratie. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur Savary, pour explication de vote. Avis de la commission. Oh, pardon. Oh, bah oui, oui, ça m'a troublé. Monsieur Daudigny m'a troublé. Avis de la commission, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Oui, le compagnon Savary parlera après. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Donc, les auteurs de cette question préalable souhaitent que le Sénat s'oppose donc à l'ensemble du texte. Je voudrais leur rappeler deux petites choses. La première, c'est que la justification du texte n'est pas uniquement, enfin, je pense, de renforcer la compétitivité et l'attractivité de notre économie. Il s'agit aussi de simplifier, de rationaliser des dispositifs complexes issus d'une sédimentation de textes qui rendent le droit du travail parfois peu compréhensible, y compris d'ailleurs pour les spécialistes en la matière. Au final, de nombreux dispositifs n'offrent que des garanties formelles aux salariés sans leur apporter de réelle protection, tout en constituant une source de complexité juridique pour les employeurs. La deuxième chose, c'est que personne, à ma connaissance aussi, n'a jamais prétendu que la seule réforme du Code du travail suffira à redonner la compétitivité de notre économie. Comme la ministre l'a expliqué d'ailleurs la semaine dernière devant notre commission, la confiance des entrepreneurs repose sur une multitude de facteurs, au premier rang desquels vient le carnet de commandes. Mais, vous le savez, mon cher collègue, l'économie n'est pas que des statistiques. C'est aussi et surtout un état d'esprit. Nous devons créer un choc de confiance dans notre pays pour redonner envie aux entrepreneurs de développer leur activité. Et ce choc de confiance passe aussi, je dis aussi parce qu'il y a d'autres choses qui doivent venir, mais passe aussi par une réforme concertée du Code du travail. Donc la Commission, Madame la Présidente, a émis un avis défavorable à cette motion. Merci, Monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Oui, je suis contente de la question qui est posée parce qu'elle permet de voir d'abord, moi j'entends qu'on poursuit le même objectif. Qu'est-ce qui permet, in fine, de dynamiser l'emploi, les entreprises ?
Je reviens un instant sur l'enquête de l'INSEE que vous aviez évoquée. Qu'est-ce que dit la dernière enquête de l'INSEE? Ça corrobore ce que disent d'autres. Qu'est-ce qui permet de créer de l'emploi? C'est une enquête auprès des chefs d'entreprise. D'abord, 50% des chefs d'entreprise disent aujourd'hui il y a des freins à l'embauche importants. Et ils ont une forte attente par rapport à la nécessité d'un programme de réforme. Le premier sujet, c'est l'incertitude économique. La capacité à avoir des marchés, bien sûr, mais aussi les plans d'investissement et le soutien à l'investissement fait par la puissance publique. Donc les plans d'investissement de 50 milliards d'euros qui sera mis en œuvre à partir de l'automne est un élément essentiel. Et puis surtout, nous avons la chance d'avoir un début de croissance qui repart. Et donc, ce qui serait très préoccupant, c'est si la France ne pouvait pas saisir cette croissance pour avoir une croissance riche en emplois. Et dans les enquêtes européennes, on voit que la croissance française est traditionnellement un peu moins riche en emplois que les autres. Je pense que notre objectif commun, c'est ce que j'ai compris dans votre interpellation, c'est comment on fait pour avoir une croissance qui soit riche en emplois. La deuxième chose que disent les chefs d'entreprise, c'est qu'à 27%, c'est la difficulté à trouver les compétences requises. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et je pense que les sénateurs le savent encore mieux que moi. Il y a certains territoires, déjà aujourd'hui, où on ne trouve pas les compétences et où ce frein va empêcher de à la fois créer des emplois, mais aussi de saisir des marchés qui permettent de créer des emplois. Donc il est essentiel d'agir là-dessus, et j'en ai parlé rapidement, mais nous aurons l'occasion, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, d'en parler. J'en ai parlé par rapport au plan d'investissement formation qui va être fait. Le troisième critère qui est mis en œuvre, c'est le coût de l'emploi trop élevé, 23%. Et là, c'est le sujet des baisses de charges, et notamment de l'allègement du CICE en allègement de charges pérennes. Le quatrième qui est mis, alors ils ne sont pas concurrentiels, c'est l'ensemble qui ferait de l'emploi. Et ça, je crois qu'une fois pour toutes, personne n'a une baguette magique qui crée de l'emploi. Aucun de ces critères tout seul. Mais l'ensemble est vraiment important pour permettre cette dynamisation du marché du travail. Le quatrième, c'est quand même 18% des entreprises qui disent que c'est d'abord la réforme du Code du travail qu'ils attendent parce que la réglementation est trop lourde, illisible, incompréhensible et qu'elle freine la réactivité. Quant aux investisseurs étrangers, je peux vous dire qu'ils mettent les mêmes choses dans le sens inverse. Pour les avoir beaucoup rencontrés ces dernières années, pour eux, le sujet du Code du travail est le premier, parce que quelque chose d'illisible, c'est déjà très difficile pour nos très petites entreprises, c'est incompréhensible pour des investisseurs étrangers. Or, il représente 2 millions d'emplois, il crée chaque année plus d'emplois qu'il en détruit, et il y a à peu près 4 millions avec les entreprises sous-traitantes qui vivent grâce à ces investissements étrangers. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une pensée magique en pensant qu'une chose suffit, mais il est clair qu'agir à la fois sur les compétences, le coût de l'emploi et le coût du travail et la réglementation permet de créer un environnement favorable, et c'est l'ensemble de tout cela qui peut créer la confiance pour se projeter dans l'avenir et pour créer des emplois. Donc pour toute cette raison, je pense que le débat ici est extrêmement important, car on est en train de parler de leviers structurels qui contribuent à cette mise en confiance des entreprises et cette mise en confiance des salariés de pouvoir accéder au marché du travail. Merci Madame la Ministre. Et cette fois-ci, c'est bien à vous, Monsieur Savary, pour explication de vote. Oui, simplement, effectivement, moi, je suis contre cette motion parce que nous avons fait un travail important. L'affaire est grave. Le malade est en mauvais état et c'est pour ça que nous avons nommé un rapporteur docteur en médecine, le docteur Milon, qui a fait une proposition extraordinaire du Sénat, en ce sens que nous allons encore un peu plus loin que ce que vous nous proposez, Madame le Ministre, dans le domaine de la liberté et de la confiance à attribuer au monde de l'entreprise et aux collaborateurs. Donc dans cette voie-là, nous vous suivrons bien évidemment. C'est le modèle du XXIe siècle, ce n'est pas le modèle du XXe siècle. Confiance dans les employeurs, ils en ont besoin. Quand on les rencontre sur le terrain, ils disent bien que les mesures de simplification que vous proposez dans les instances représentatives du personnel peuvent être véritablement une relation de confiance qui va assouplir les choses, de même de savoir un petit peu comment on peut être traité en cas de conflit à travers les prud'hommes.
paraissent des mesures de bon sens et qui vont dans le sens de rétablissement de la confiance vis-à-vis des employeurs. Quand on discute avec les collaborateurs ou avec des employés ou de futurs employés, ils ont besoin aussi d'être dans le modèle du 21e siècle. Et vous parlez de coworking, ces espaces de travail collaboratif, c'est le travail d'avenir. 10% des emplois en France en ce qui concerne le travail collaboratif, 40% aux États-Unis. C'est vers cette voie-là qu'il faut se tourner. Et votre projet de loi, Madame la Ministre, va peut-être pas encore suffisamment assez loin. On sera obligé d'y revenir parce que c'est l'évolution nouvelle. Les jeunes, et tant mieux, ne veulent pas forcément ce lien de subordination qui caractérise le CDI. Ils veulent aussi une nouvelle entreprise, la liberté, pouvoir travailler. Et puis le jour où ça ne va pas, on fait autre chose, on évolue. On ne fait pas toute sa vie la même chose. Il faut en prendre acte et faire en sorte que la loi leur permette effectivement de s'exprimer à travers la valeur travail, qui est la valeur d'avenir, et qui fera en sorte que dans tous les territoires, il pourra se passer quelque chose, notamment avec l'évolution du numérique. C'est la raison pour laquelle nous sommes contre cette motion. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Gabouty pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président et rapporteur de la Commission des Affaires sociales, juste quelques mots. Sans rentrer sur les sujets de fond et les motivations de l'utilité de telle réforme du Code du travail, je comprends bien que, quelles que soient les frustrations ressenties d'un certain nombre de ne pouvoir débattre au fond du contenu des ordonnances, mais je rappelle que ce débat, nous l'avons eu il y a un an, pendant quelques centaines d'heures en commission et en séance plénière. Et je pense que aujourd'hui, les éléments qu'on a pu en tirer nous sont utiles pour essayer d'apporter quelques propositions complémentaires. Alors, nous approuvons également la méthode des ordonnances au niveau de notre groupe, tout simplement parce qu'il y a urgence à rendre la loi travail, dite loi El Khomri, plus opérationnelle. Elle contenait un certain nombre d'orientations qui étaient intéressantes, mais en même temps, des freins qui l'annulaient totalement et qui ne la rendaient pas opérationnelle. Je pense notamment aux négociations et aux accords d'entreprise dans les TPE-PME qui étaient largement ouverts, sauf qu'au niveau des modalités, on allait directement vers un échec. Donc nous approuvons les orientations de cette loi d'habilitation et aussi très largement, nous avons une très large adhésion aux infléchissements proposés par la Commission des affaires sociales et qui ont été exposés tout à l'heure par notre rapporteur. Donc nous pensons que cette loi est utile et bien entendu, nous nous opposons donc à cette motion comme nous sommes opposés à la précédente. Je vous remercie. Merci. Monsieur Assouline, pour explication de vote. Oui, moi aussi, je pense qu'un des enjeux de ce débat, c'est que nous puissions en discuter. Et c'est bien ça qui a provoqué le plus de crainte par rapport à ce projet de loi. C'est que nous n'ayons pas la possibilité d'une discussion complète, parlementaire, digne de ce nom, sur une réforme considérée comme une des plus importantes de ce quinquennat et touchant à quelque chose d'absolument sensible, puisqu'il s'agit des relations sociales et du Code du travail. Et on sait et on connaît cette sensibilité parce que ce débat a déjà eu lieu sous le précédent quinquennat et qu'on peut dire que sans passer par les ordonnances, il y a eu un débat dans le pays. Alors, on peut essayer d'esquiver et de dire parce qu'il y a eu ce débat dans le pays, vaut mieux passer autrement, mais c'est tout simplement s'asseoir sur cette volonté de nos concitoyens de participer au débat démocratique, de créer un renouveau démocratique qui s'exprimait de façon contradictoire dans ces élections, mais qui est foulé aux pieds par la méthode des ordonnances. Et donc, je pense que par rapport à la question qui nous est posée à cet instant, qui est-ce que nous devons en débattre, oui, nous devons en débattre, d'autant que le gouvernement n'a pas voulu vraiment qu'on en débatte, et que la meilleure façon de lui répondre est d'avoir ce minima qui nous est donné, octroyé, d'avoir le débat sur les ordonnances en sachant que dans le mois d'août,
des choses seront écrites concrètement sans que nous puissions participer à l'échange sur les traductions concrètes de ce qui est écrit et ce qui sortira de ces ordonnances après débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce que je regrette profondément. J'espère que le peu de débats qu'on va avoir sur les ordonnances et sur les généralités qui nous sont mises sur la table aujourd'hui, eh bien, nous puissions au Sénat honorer cela, aller le plus loin possible et y participer pour montrer que nous sommes là, les parlementaires, et que sur la question sociale, la question des ordonnances n'est pas appropriée. Et Monsieur Patria pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, moi j'entends bien que certains veulent y avoir un débat défensif. Moi je pense que ce débat doit être offensif. Parce que si j'ai une seule chose à évoquer maintenant, c'est que sans doute le débat doit avoir lieu, sans doute qu'il peut avoir eu lieu dans le pays, on peut recommencer. Mais je crois surtout aujourd'hui que la France n'attend pas, les chômeurs n'attendent pas, les salariés n'attendent pas, les entreprises n'attendent pas, et que si la France a besoin d'un choc de croissance, il faut lui en donner les moyens légalement, non pas dans la précipitation, mais dans un délai qui permettra d'avoir, je l'espère, des résultats le plus vite possible dans le plus grand intérêt du pays. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette exception. Merci, Monsieur le Président Patria. Je vais mettre aux voix la motion. Je n'ai plus de demande puisque vous... Non. Donc, je mets aux voix la motion numéro 53 de Monsieur Dominique Vatrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur cette question préalable. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du gouvernement est aussi défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Ça va ? Voici le résultat du scrutin numéro 126 sur la motion 53, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants, 335. Nombre de suffrages exprimés, 328. Pour l'adoption, 20. Contre, 308. Le Sénat n'a pas adopté. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Guillaume Arnel pour le groupe RDSE. Et vous avez la parole, mon cher collègue, pour 13 minutes maximum. Madame la Présidente, Monsieur le Président rapporteur de la Commission des Affaires sociales, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre pays connaît depuis plus de 3 décennies un chômage de masse et les politiques des différents gouvernements qui se sont succédés durant cette période n'ont eu qu'un impact marginal sur la courbe du chômage. Il est donc évident que nous devons entreprendre des réformes, adapter notre droit du travail aux nécessités de notre époque. Pour reprendre vos propos, Madame la Ministre, lors de votre audition devant notre Commission des Affaires sociales, il faut, je cite, « libérer la dynamique de création d'emplois tout en confortant les protections des salariés, réformer pour correspondre au monde d'aujourd'hui et de demain. » Fin de citation. Les différents gouvernements, de droite comme de gauche d'ailleurs, étaient bien sûr tous convaincus qu'ils détenaient la solution et il faut avouer qu'ils ont rivalisé d'imagination pour mettre fin à ce fléau. Pourtant, force est de constater qu'ils n'ont pas réussi. Je pense tout particulièrement à mon île et à l'ensemble des territoires ultramarins où le taux de chômage avoisine les 25%. Peut-être est-il temps d'observer chez nos voisins ce qui fonctionne.
Vous avez également déclaré que vous recourriez aux ordonnances parce qu'elles articulent la démocratie politique avec le débat du Parlement sur les projets de loi d'habilitation puis de ratification et la démocratie sociale, ce qui est bien le moins pour une loi dont l'objet est de renforcer la démocratie sociale. Je me félicite évidemment que vous ayez respecté l'article 1 du Code du travail, cher à notre président, M. Larcher, concernant les modalités de concertation des partenaires sociaux sur toute réforme, contrairement à votre prédécesseur. Je ne peux cependant pas en dire de même concernant votre choix de recourir à une ordonnance, a fortiori sur un texte de cette importance. D'abord, par principe, les ordonnances constituent une forme de législation déléguée qui affaiblissent le rôle du Parlement au même titre qu'une interprétation trop restrictive du droit d'amendement ou le recours systématique à la procédure accélérée. Ce faisant, elles renforcent des postures manichéennes au lieu d'exploiter la force de proposition des parlementaires. Ce n'est pas notre vision du travail législatif. Chacun devrait se rappeler qu'il s'agissait à l'origine d'une procédure exceptionnelle destinée à faire face à une situation urgente et pour un délai limité seulement, comme le soulignait l'avant-projet constitutionnel en date du 29 juillet 1958. En 2005, dans un retentissant article, et chacun s'en souvient, intitulé « L'été des ordonnances », le professeur Devolvé avait à juste titre critiqué un dérèglement juridique et politique, s'étant progressivement étendu sur des pans entiers du droit, en premier lieu le droit de l'outre-mer. Année après année, nous constatons que ces mauvaises habitudes estivales ont la vie dure. Aussi, nous voyons d'un mauvais œil que le gouvernement y recourt dès ses premières semaines au pouvoir, sans que l'urgence soit véritablement caractérisée. Dans le cas particulier de dispositions sur les conditions de travail, nous pensons que cela conduit à remplacer la démocratie parlementaire par la démocratie sociale, plutôt que de les articuler entre elles. Certes, ce projet de loi est conforme à l'engagement pris pendant la campagne électorale du président de la République, qui souhaitait légiférer par ordonnance pour des raisons d'efficacité et de rapidité, disait-il. Pour autant, et le rapporteur l'a très justement rappelé, le champ de ce projet de loi est extrêmement vaste et certains aspects auraient pu être traités ultérieurement et non dans les délais particulièrement courts, alors même que la concertation avec les partenaires sociaux doit se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Les membres du RDSE, ou plutôt la majorité des sénateurs, j'ose pas dire l'ensemble des sénateurs, je pense, sont réticents au fait de signer un chèque en blanc au pouvoir exécutif, quel qu'il soit, surtout lorsqu'il s'agit d'une réforme d'une telle ampleur. Pour obtenir le feu vert du Parlement, le gouvernement se doit d'être plus précis. Aussi, j'espère, Madame la Ministre, que vous comprendrez la nécessité d'apporter des précisions au cours de nos débats. Je souhaiterais maintenant aborder plus particulièrement quelques points. Je pense tout d'abord au compte pénibilité. Il est important de simplifier un dispositif dont l'application risque d'entraîner, il faut bien le reconnaître, quelques difficultés, mais qui représente un progrès social majeur pour des salariés exposés à des travaux pénibles. Pour autant, nous déplorons la démarche qui est la vôtre et qui consiste à associer la pénibilité à une réparation. En effet, le projet de loi n'autorise le départ en pré-retraite que des salariés déjà malades avec 10% d'invalidité. Ce n'est pas acceptable. Madame la Ministre, nous devons absolument poursuivre un objectif, celui de permettre aux salariés exposés à des travaux pénibles de pouvoir partir en retraite en bonne ou en assez bonne santé. Par ailleurs, comme l'a rappelé le président Gilbert Barbier en commission, je cite, « La lettre du Premier ministre aux partenaires sociaux atteste de ce manque de prise en compte de la prévention des risques. Se contenter d'une visite médicale en fin de carrière pour évaluer les droits du salarié est un peu rapide. » Fin de citation. S'agissant des autres dispositions,
si un certain nombre de sénateurs RDSE est favorable au texte adopté par l'Assemblée nationale, il est évident que la majorité de notre groupe ne pourra apporter son soutien entier à la version présentée par notre commission des affaires sociales et qui marque, il nous semble, un recul pour les droits des salariés. Je pense en premier lieu aux modifications apportées à l'article 1er et principalement à la représentation des salariés dans les petites entreprises, notamment celles de moins de 50 salariés. Vous l'avez rappelé devant la Commission, sous ce seuil où travaillent 55% des salariés, seuls 4% des entreprises disposent de délégués syndicaux ou de représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale. Ce qui revient à dire que le dialogue social ne peut aboutir à des accords d'entreprise alors qu'on a particulièrement besoin de souplesse dans ces entreprises. Je regrette également que la version adoptée en commission, qui consiste notamment à contourner les organisations syndicales en permettant aux employeurs de ces entreprises employant moins de 50 salariés, dépourvus de délégués syndicaux, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants du personnel et, en leur absence, directement avec le personnel. Ce texte dont nous allons débattre, dois-je le rappeler, est un projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Or, monsieur le rapporteur, la version que vous nous proposez porte, il nous semble, atteinte au dialogue social, à la présence des syndicats dans les petites entreprises. Nous savons, Madame la Ministre, que vous recherchez des solutions, et vous l'avez évoqué dans vos propos, pour que ces salariés aient accès au dialogue social. Je pense qu'il vous faut laisser le temps de trouver un dispositif qui réponde aux spécificités des petites entreprises. Je pense également à l'article 3 relatif à la sécurisation des relations du travail. La Commission des affaires sociales a adopté plusieurs modifications qui ne nous semblent pas aller dans le bon sens. L'instauration du droit à l'erreur au bénéfice de l'employeur pour lui permettre de rectifier les irrégularités de motivation dans la lettre de licenciement ou encore la réduction à 6 mois de délai de recours portant sur la régularité et la validité d'un licenciement pour motif économique. Madame la Ministre, vous l'aurez compris, les sénateurs RDSE seront particulièrement attentifs au débat et détermineront donc leur vote final au regard des modifications qui nous seront apportées et que la Haute Assemblée aura approuvées. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Cadic pour le groupe UC. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 17 minutes maximum. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, rapporteur, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues. Depuis mon arrivée au Sénat en 2014, j'ai vu arriver le compte pénibilité, le compte personnel d'activité, la commission paritaire régionale interprofessionnelle, les accords de prévention et de développement de l'emploi et tout un ensemble d'inventions administratives. Le Code du travail n'a cessé d'enfler. Cela me désespère. Les entrepreneurs, eux, en sont exaspérés. Parfois, ils sont contraints de trouver des accords avec leurs salariés en dehors de la loi, jusqu'au jour où le salarié change d'avis. Dans ce cas, le chef d'entreprise se retrouve seul à affronter l'insécurité juridique qui découle de sa décision. Certains découragés abandonnent leur projet ou le vendent. En France, les statistiques démontrent que nous sommes plus start que up. D'autres entrepreneurs, comme moi, veulent une vie simple et sereine. Ils préfèrent s'affranchir de toutes les règles franco-françaises et d'un coût du travail qu'ils jugent exorbitant. Eux font le choix d'entreprendre ailleurs. Il y a 2 ans, je proposais par un amendement à la loi dite Macron de modifier l'article L1 du Code du travail
pour inverser la hiérarchie des normes. À l'époque, alors que l'on me demandait de retirer mon amendement en séance, j'avais déclaré que, pour l'histoire, je voulais le voter. Je refusais un droit du travail qui allait à contre-courant de ce qui est la norme des pays performants. Nous n'avions été que 2 à l'époque, avec mon collègue Michel Canévet, à le voter. Cela m'avait valu de nombreux commentaires moqueurs venant d'un côté de l'hémicycle. Un an plus tard, soit l'an dernier, le rapport de M. Combrexel a fait admettre la nécessité de cette inversion. Dans tous les pays qui ont une forte compétitivité, le Code du travail est réduit et la place de la négociation collective est prépondérante. La loi El Khomri a initié le retournement que j'avais préconisé. Je me réjouis des perspectives tracées dans votre projet de loi qui me permettent d'espérer que vous allez poursuivre dans cette voie. Voilà donc pour le début d'examen du projet de loi de réforme du Code du travail, la discussion générale et puis bien sûr les 2 motions de rejet déposées par le groupe communiste, des motions qui n'ont pas été bien sûr adoptées. Alors ce texte a été facilement adopté à l'Assemblée nationale. Parmi les points les plus controversés figure bien sûr le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel, le rôle accru de l'accord d'entreprise ou encore la modification du compte pénibilité. Le Sénat a lui adopté en commission, et c'est sans doute cette version-là plus libérale du texte qui sera bien sûr adoptée ce soir dans l'hémicycle, une version plus libérale. L'objectif des sénateurs était de développer la compétitivité et l'attractivité, de tenir compte des spécificités des petites entreprises et de rationaliser le droit du travail. Bien sûr, la suite de l'examen, ce sera demain. Vous pourrez la suivre sur notre antenne. Très bonne soirée sur Public Sénat.